Bonjour à tous, la conférence va bientôt débuter. La conférence sur la rentabilité, la résilience et le renouvelable des élevages viande bovine. Donc Christophe Grosbois, conseiller à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, référent aussi viande bovine nationale. Et Olivier Dupire, Chambre d'agriculture France, qui vient nous parler exclusivement aussi de Paris et qui est chargé aussi de l'analyse des résultats des fermes au niveau France. Bonjour à tous, on va pouvoir démarrer, je pense qu'il est l'heure. Bienvenue à cette conférence, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière en tout cas. Nous on va plutôt essayer de se projeter sur 2030, en toute humilité, mais on va essayer de voir comment l'élevage bovin-viande va pouvoir remplir un certain nombre de critères pour demain, dans le cadre notamment, on va le voir, de la planification écologique. Et donc le titre de notre conférence, c'est un élevage 3R, c'est un élevage qui est rentable, résilient et renouvelable. Alors la première chose qu'on a voulu mettre en avant, c'est de rappeler un peu ce qu'on appelle comme défi à l'horizon 2030. Et on va se baser, vous allez le voir, sur un certain nombre d'analyses qui ont été menées par le secrétariat général à la planification écologique, qui est géré par le ministère de l'Agriculture, en partie, mais pas uniquement, puisque c'est hébergé par le Premier ministre. C'est une stratégie déclinée au niveau de Matignon, et vous allez le voir, qui ne concerne pas uniquement le secteur de l'agriculture, mais qui a le mérite de nous donner une trajectoire et de fixer des objectifs globaux d'ici 2030. Donc des éléments de contexte indispensables à intégrer quand on veut aussi faire face à cette problématique en lien avec la planification écologique, c'est la problématique du climat. Donc vous avez entendu parler du sujet tout au long de la journée et c'est présent sur différents ateliers. Deux infographies, une qui indique à votre gauche du coup, parce que je pense qu'on est dans le même sens, les évolutions de température à l'échelle mondiale. Donc ça chauffe partout et ça chauffe de plus en plus fort. Donc à l'échelle mondiale, l'Europe est déjà concernée par le changement climatique à plus de degrés. Donc les plus de degrés qu'on souhaite limiter à l'échelle mondiale, l'Europe est déjà concernée. Et puis un petit rappel, en septembre 2023, parce que cet automne assez pluvieux nous a quasiment fait oublier 2023, et c'était quand même l'année des records de température. On avait atteint des plus 3, des plus 4 degrés au-dessus des normales saisonnières à l'échelle du territoire national. Autre élément de contexte à intégrer en lien avec cette planification et aussi l'adaptation qu'on devra avoir dans les systèmes bovins-viande, c'est la disponibilité en ressources fossiles. Donc ce graphe, il a été produit par le Shift Project en s'appuyant sur des éléments des principaux fournisseurs en pétrole de l'Europe. Donc en fait, on est en déclin structurel depuis 2020. Et à l'horizon 2050, on va avoir une disponibilité en ressources fossiles qui va être divisée entre n'importe quoi, entre 2 et 50. Donc il va falloir quand même intégrer cet élément qui est assez fondamental, qui fait que le monde que nous avons, il dépend bien de notre capacité à utiliser de la ressource fossile. Alors, la planification écologique, nous on a pris ça comme feuille de route. On a plutôt vu successivement arriver de la part de nos différents gouvernements un certain nombre de plans. Un coup le plan sur l'eau, un coup le plan sur la biodiversité, un coup le plan sur la haie, un coup le plan sur l'herbe. Et finalement, on a du mal à avoir cette approche globale qu'on affectionne tant, nous, dans notre environnement. Et donc, on a trouvé quand même intéressant de se baser sur ces travaux qui sont relativement solides et qui sont non pas réservés uniquement au secteur agricole, puisque vous le voyez sur le schéma présenté ici, à partir des analyses d'émissions de gaz à effet de serre en 2021 de l'ensemble des secteurs français, on a pu repositionner l'agriculture, donc qui correspond à 19% des émissions, un chiffre qu'on a plutôt en tête depuis un certain temps aujourd'hui, et dont le secteur de l'élevage, qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, est particulièrement contributeur, puisqu'il correspond à peu près à la moitié des émissions de la branche agricole, qui, vous le voyez, représente à peu près la même chose que le résidentiel, le tertiaire et le secteur industriel. Alors, une fois qu'on a dressé ce constat de 2021 des émissions par secteur, l'idée d'une planification, c'est évidemment de se projeter, et de se projeter jusqu'en 2030, qui est la date cible, donc c'est pas forcément très très loin quand on fait des plans de cet ordre. Et vous voyez la répartition de l'effort qui est planifié secteur par secteur d'activité. Donc
Ici, vous allez pouvoir retrouver donc, notre branche agricole et vous voyez un chiffre qui s'affiche d'ici 2030 qui est de l'ordre de moins 13. Donc moins 13, c'est moins 13 millions équivalent de tonnes CO2 à réduire d'ici 2030. C'est l'effort le plus faible à fournir dans les secteurs par rapport aux autres. Ça vient du fait notamment que l'agriculture a la particularité d'avoir des émissions intrinsèques qui ne sont pas forcément compressibles, vous le verrez hein, dans la présentation, et donc un effort conséquent mais qui est moindre par rapport à ce qui est imposé au secteur du transport ou de l'industrie par exemple. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce plan-là, une fois qu'on a dressé cet objectif de moins 13 millions de tonnes, le secrétariat général à la planification écologique s'est basé sur l'intégralité des travaux disponibles dans le monde de la recherche pour mobiliser l'ensemble des leviers connus à date en fonction de s'ils se situent plutôt sur l'amont, alors l'amont c'est l'exploitation agricole, jusqu'à l'aval plutôt l'industrie agroalimentaire. Et donc il y a un certain nombre de leviers mis en avant et on va toujours venir observer est-ce qu'ils ont un effet plutôt fort sur le plan de la production de biomasse, des gaz à effet de serre, de l'adaptation, de la biodiversité et de la santé. Donc approche multisecteur mais aussi approche multidisciplinaire puisque évidemment tout a un enjeu quasiment sur tout. Et donc il y a un certain nombre de leviers mis en avant qui nous intéressent nous pour le secteur de l'élevage qui sont par ailleurs beaucoup mobilisés par Torigné d'Anjou, notamment on en a cité quelques-uns, hein, l'agriculture biologique au sens large, l'évolution des pratiques d'élevage, la décarbonation, alors ici appliquée aux machines agricoles mais décarbonation au sens large, les infrastructures agroécologiques, etc. Donc un regard à avoir sur le marché de la viande bovine. Hein. Aujourd'hui, notre marché, et notamment du broutard, il est essentiellement tourné vers l'export. Donc on a quelque chose comme 1 million de broutards qui sont vendus à l'étranger. Donc il y a un véritable commerce, mais aussi une véritable manne à valoriser, avec notamment nos clients italiens qui absorbent 80%, entre 80 et 90% de nos broutards. Et en parallèle, on importe de la femelle, et de la femelle plutôt de type laitière, qui arrive principalement des Pays-Bas, de la Pologne, enfin grosso modo du nord de l'Europe. Donc ces vaches laitières sont des vaches de réforme qui sont indispensables pour satisfaire le marché français, car nous consommons un peu plus que nous produisons. On a un petit décalage structurel hein, de l'ordre d'une centaine de milliers de tonnes, de millions de tonnes équivalent carcasse. Notre marché de consommation est essentiellement concentré sur de la vache, avec 60% de ce qu'on consomme, c'est de la vache. Et quand on intègre ces broutards, on pourrait imaginer, alors on est dans un contexte taurinier, je pense que vous commencez à deviner vers quoi on tend, ça a été évoqué tout à l'heure par Olivier, on pourrait imaginer que nos broutards, on pourrait peut-être les transformer en une viande qui ressemble étrangement à celle de la vache de réforme. Donc l'élevage bovin-viande 2030, assurément 3 R. Donc pour rappeler ces notions de 3 R, donc rentable, résilient, renouvelable, c'est intéressant d'intégrer cette notion de rentabilité. Qu'est-ce qu'il en est de la résilience? Et on va développer aussi cette notion de renouvelable. Alors, pour essayer de développer ces 3 pans de la résilience, de la rentabilité et du caractère renouvelable, rien de mieux que de se baser à la fois sur les travaux hein, de la recherche, notamment des travaux de Torigné, mais aussi d'aller voir en exploitation ce qui se passe. C'est des travaux qu'on mène historiquement dans nos réseaux, Chambre d'agriculture, Institut de l'élevage notamment, pour aller mesurer les évolutions et les performances des systèmes bovins-viande en France. Et vous allez voir, on va naviguer entre des analyses qui sont système bovin-viande français, France entière, et des analyses qui sont plutôt cantonnées l'ouest, entre la Bretagne et les Pays de la Loire, en valorisant un certain nombre de données. Souvent on dit la donnée c'est un enjeu important, alors on a essayé d'en valoriser beaucoup, qui sont issues de diverses sources, alors des sources d'Inosis réseau d'élevage, le suivi des fermes de référence, mais aussi l'ensemble des coûts de production qui sont réalisés en France ou sur la zone Pays de Loire, les caps de ZER qui sont réalisés, mais aussi l'Observatoire régional de l'agriculture biologique mis en place sur la zone qui nous permet d'avoir des données spécifiquement sur nos systèmes bio. Et enfin, vous allez voir, on va dérouler tout au fil de notre présentation, comme ligne directrice, le système naisseur-engraisseur de bœufs. Évidemment, on est à Torigné d'Anjou, donc c'est un des clins d'œil qu'on fait et qui nous semble répondre aux enjeux de planification écologique et de la règle des 3 R. Alors, par rapport à ça, le système naisseur-engraisseur de bœufs, on ne l'a pas découvert aujourd'hui, puisqu'il y a des systèmes historiquement suivis sur la zone de l'ouest de la France
qui correspondent à ce type de système, effectivement. Et donc, ce qui nous permet d'en produire des références et de diffuser relativement largement auprès des publics de conseil, auprès des éleveurs, des modèles qu'on estime robustes et basés sur des suivis réels d'exploitation. Et donc, le système naisseur-engraisseur de bœufs dans l'Ouest, valorisant en bio, on est sur un système de l'ordre d'une unité de main-d'œuvre ici pour 100 hectares de SAU sur un système extrêmement autonome, puisque c'est un système très herbagé avec 8 hectares de grandes cultures destinées à de l'autoconsommation, un chargement de l'ordre de 1,1 UGB par hectare de SFP pour 49 vaches allaitantes, ici décrit en race charolaise, pour 303 kg par UGB en termes de production, et à peu près 2 tonnes de fourrage distribué par an et par UGB, avec 0% de fourrage acheté, donc un système très très autonome et qui distribue un peu moins de 300 kg de concentré. Donc ça, c'est dans les grandes lignes un peu le système qu'on utilise comme base de référence dans nos analyses. Alors, ici, à échelle France entière, on a essayé de regarder de manière relativement ancienne. Alors, on parle de planification d'ici 2030, mais nous, on a fait un virage en arrière pour aller regarder ce qui s'est passé depuis 2014. C'est un travail qu'on a conduit dans le cadre des réseaux Inosis pour observer depuis 2014 comment l'ensemble de nos systèmes bovins-viande spécialisés ici, en échantillon constant, donc on a pris un pool de 200 exploitations présentes en 2014, qu'on a suivi tous les ans, au fur et à mesure des conjonctures, pour voir comment elles se sont comportées jusqu'en 2021. Donc c'est une base 100, donc vous voyez les tendances, peut-être vous avez mal à lire la légende, mais en tout cas, le trait rouge au milieu correspond à l'EBE, donc des fluctuations d'EBE qui sont quand même relativement conséquentes. Une lame de fond, c'est quand même l'augmentation de la SAU mobilisée par les élevages. On a encore une augmentation des surfaces mobilisées par les élevages, donc plutôt une tendance à l'agrandissement, mais qui dénote par rapport aux dernières observations qu'on avait pu faire sur la décennie précédente. C'est-à-dire que cette augmentation de surface, elle se fait en général sans augmentation du cheptel, donc plutôt une tendance à l'extensification de la production. Et une tendance marquante qu'on a observée entre 2014 et 2021, c'est ce qu'on a connu au niveau des intrants, au niveau des postes de charge, notamment des charges opérationnelles, alimentation et divers intrants, avec une phase plutôt qui a baissé sur la première partie, 2014, 2015, 2016, et qui depuis 2016 a tendance quand même à sévèrement augmenter. Et vous le voyez, le graphique s'arrête à 2021. On a tous en tête évidemment ce qui a pu se passer sur les campagnes plus récentes. Donc effectivement des produits en hausse parce que les cours ont eu tendance à remonter des cours de la viande bovine sur 2021. Néanmoins, la hausse concomitante de manière continue des intrants a plutôt dégradé l'efficacité économique. Et donc l'EBE sur produit, qui est la courbe la plus foncée en bas du graphique, s'est dégradé au fur et à mesure des campagnes qu'on a pu connaître. Évidemment, ça se traduit sur les revenus disponibles des éleveurs. Donc ici, en approche trésorerie, on va plutôt regarder la partie verte qui correspond à nos systèmes spécialisés bovins, viande, herbagés, puisque les systèmes ici en orange sont des systèmes France entière qu'on qualifie de polyculture élevage, et donc qui mixent des systèmes qui ont vraiment plus ou moins de grande culture, mais en tout cas avec des systèmes qui ont vraiment un atelier grande culture très significatif. Donc on voit évidemment les importants différentiels, mais en tout cas, le système bovin-viande spécialisé a plutôt des revenus disponibles qui sont plus stables que ce qu'on a pu observer en système avec grande culture. Du coup, quand on regarde les éléments de rentabilité des systèmes bovins-viande à l'échelle des Pays de Loire, mais spécifiquement en agriculture biologique, donc là où on va se concentrer sur la deuxième série de bâtons donc pour le bovin-viande. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans cet échantillon, il y a quand même 666 exploitations. Les systèmes bio connaissent depuis 5 ans, sur 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2022, une évolution constante de l'EBE pour atteindre 42 000 €. Alors si on zoome un petit peu plus sur cette évolution, on voit que cet EBE il est passé de 31 000 à 42 000 €, donc plus de 10 000 € de hausse d'EBE sur une période de 5 ans, avec un résultat courant qui s'est amélioré aussi significativement. On est passé de 15 000 € à 20 000 € pour atteindre un niveau très proche et sur ces dernières années même supérieur au niveau de résultat courant des systèmes dits conventionnels. Donc la résilience, deuxième R, rentable, résilient et renouvelable.
Donc on a tenu à aller chercher des réflexions qui sont faites dans d'autres sphères. Et là, j'ai pris une synthèse du séminaire de l'Académie des technologies. Donc l'Académie des technologies, elle est présidée par des anciens hauts responsables de la pétrochimie, du président du comité scientifique d'EDF. Et lors de ce travail, ce séminaire, ils sont arrivés à des conclusions qui sont plutôt intéressantes, et que la sobriété est plutôt nécessaire. Donc, quand on se rappelle la courbe de l'évolution de la disponibilité en ressources fossiles, donc c'est plutôt intéressant que ces gens-là l'intègrent aussi. Et ils concluent aussi que la technologie ne suffira pas à faire face à l'urgence climatique. Donc, c'est intéressant d'intégrer aussi que la technologie va peut-être pas répondre à tous les problèmes de changement climatique, et que malgré ce qui peut se raconter dans certains médias. La sobriété, elle est nécessaire au progrès. Donc ça, c'est une notion aussi qui est intéressante. Il n'y aura pas de progrès sans sobriété non plus. Et que les rôles des experts, et d'un coup, je nous intègre un petit peu dans ce rôle-là, on se doit d'apporter des éléments pour vraiment éclairer tous les choix afin d'avoir un discernement autour des technologies à privilégier. Autre notion qui est intéressante dans cette sphère différente de la sphère agricole, c'est que la sobriété va nécessiter une approche globale. Alors ça tombe bien, c'est un peu notre ADN. Donc l'approche globale, c'est-à-dire de regarder tous les éléments qui sont structurants à l'échelle d'une exploitation. Moi, je pense que c'est vraiment l'approche la plus cohérente. Et ensuite, cette notion de sobriété, elle sera impactante si et seulement si tous les efforts sont bien partagés, et qu'il y a urgence à agir dans ce sens. Autre élément d'une autre sphère pour parler de sobriété, c'est la sobriété appliquée aux mobilités. Ce travail qui a été réalisé par l'ADEME, donc voilà, je vous laisse découvrir, mais je vais aller assez vite. La question qu'on peut se poser au travers de ce travail de réduction de la sobriété, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ce modèle de réflexion à l'agriculture, c'est-à-dire identifier clairement ce qui relève d'une non-sobriété et identifier clairement ce qui relève d'une sobriété efficace? Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à des réflexions? Parce que là, si vous voyez, ce qui est le plus efficace ou ce qui est le plus sobre pour la mobilité, c'est de s'abstenir de se déplacer, ou sinon d'aller à pied. Alors, on ne va pas aller dans une réflexion à s'abstenir de la production, mais c'est intéressant de réfléchir dans ce sens pour bien se positionner et pour être efficace. Alors justement, par rapport à cette sobriété qu'on a qualifiée nous de facteur de résilience, et là quand on rebascule à l'échelle de la production agricole et plus spécifiquement de la production de bovins viande, un des indicateurs qu'on observe nous dans le cadre des réseaux Inosis, c'est les consommations d'énergie totale des exploitations. Et on s'est amusé à comparer nos systèmes naisseurs bio de nos systèmes non bio. Alors on n'a pas fait les naisseurs engraisseurs de bœufs spécifiquement, on n'a pas assez de masse de données, mais en tout cas on a essayé de comparer ces deux types de systèmes, et vous le voyez, c'est de l'ordre de moins 43% de consommation d'énergie entre ces deux grands systèmes. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit principalement par la suppression des engrais minéraux, évidemment entre les deux, hein, la disparition du bloc gris, mais pas uniquement, puisque ça se traduit aussi et surtout sur la question de l'énergie nécessaire à la production d'aliments, d'alimentation, mais aussi de carburant, puisqu'on a parfois tendance à entendre qu'effectivement les systèmes bio mobilisent plus de fuel, ce qui n'est pas ce qu'on observe ici. Et sur le côté droit pour vous de l'écran, on a ramené un certain nombre d'indicateurs qu'on rend disponibles en tant que référence. Les mégajoules nécessaires mobilisés, à la fois ramenés à l'UGB et à la fois à des critères de productivité, puisqu'on les ramène aussi aux 100 kg de viande vive. Et on observe que le système naisseur-engraisseur de bœufs, celui qui nous intéresse aujourd'hui, est particulièrement bien placé et évidemment assez sobre sur ses consommations énergétiques. Évidemment, je vous ai présenté les résultats tout à l'heure, juste qui s'arrêtaient en 2021. On a commencé à s'affoler de ces questions énergétiques dès cette tranche de période, et qui nous affole encore aujourd'hui. Donc ce critère de sobriété sur l'énergie nous semblait particulièrement important à mettre en avant. Alors, ensuite, sur la question de la sobriété, on revient à une analyse France des systèmes d'élevage, toujours sur la même période, 2014-2021. Évidemment, l'intérêt de les suivre dans le temps, les élevages, c'est de voir comment ils s'adaptent face aux conjonctures climatiques et aux conjonctures économiques diverses et variées. Et ce qu'on a pu observer, c'est que globalement, il y a une stabilité des orientations de production. C'est-à-dire celui qui était naisseur-engraisseur en 2014 est toujours naisseur-engraisseur
en 2021. Mais on voit quand même des situations intéressantes à voir. C'est que globalement, on a connu des contextes d'aléas, de sécheresse, et notamment la campagne 2020 particulièrement difficile dans un certain nombre de zones de production allaitante en France. On a une tendance à l'érosion de la finition des femelles. Quand même, donc là ça nous interroge par rapport à ce que effectivement les tendances de consommation qu'évoquait Christophe, mais aussi une augmentation des poids de carcasse et finalement une production de viande vive ramenée à l'UGB qui progresse très timidement sur la période. Et donc on voit qu'il y a quand même eu, malgré les aléas climatiques sévères qu'on a connus sur certaines campagnes, peu de baisse au niveau animal et donc une volonté des éleveurs quand même de maintenir la performance animale dans un contexte difficile sur le plan climatique. Donc c'est un fait. Par ailleurs, par quoi ça s'est traduit? Tout à l'heure, je vous disais, on continue à voir augmenter les surfaces mobilisées pour les élevages sans forcément augmenter le cheptel comme on a pu le connaître les dernières années. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de surfaces récoltées. Les surfaces, qu'est-ce qu'on met derrière? Les dérobés, les diverses ressources fourragères, que ce soit de l'herbe ou autre, pour réaliser évidemment les stocks nécessaires. Donc une chose qu'on a observée dans les réseaux Inosis, et pas uniquement entre 2014 et 2021, c'est la forte progression de la mobilisation de dérobés, puisque en 2014, on avait à peu près un élevage sur 4 qui mobilisait des dérobés pour produire de la viande. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 1 éleveur sur 3, avec en moyenne 11 hectares de dérobés mobilisés. Et puis finalement, quand on enquête dans les élevages qu'on suit, l'affouragement estival, quasiment quelle que soit la zone, est devenu quasiment la norme. Donc de redistribuer du fourrage stocké sur la période estivale est devenu, somme toute, assez classique. Et ce qu'on voit, c'est que des élevages qui étaient historiquement autonomes sur la période 2014 notamment, ne le sont plus aujourd'hui, avec 6 éleveurs sur 10 qui ont acheté du fourrage sur la campagne 2020. Donc c'est relativement important, avec plus 3% de fourrage stocké et un achat de l'ordre de 15 tonnes de matière sèche par élevage et par an, de l'ordre de 50 boules en référence. Bon, tout ça, ça se traduit par des surfaces récoltées qui changent aussi dans les modes de récolte. Un des premiers leviers d'adaptation au contexte climatique fluctuant dans les élevages, ça a été plutôt la réduction des récoltes en foin et l'amélioration ou l'augmentation des récoltes sous forme d'ensilage, mais surtout d'enrubanage. C'est ce qu'on observe, plus 65% de surface récoltée en enrubanage, donc ça a pris une place très conséquente dans les récoltes, à la fois pour miser sur la qualité et pour aller chercher un fourrage plus riche, mais aussi et surtout pour avoir des débits de chantier au moment où on pouvait aller chercher le fourrage et une facilité de redistribution en période de disette et de sécheresse. Évidemment, ça s'est traduit quand même par des hausses de coûts très significatives sur la période, et ça fait le lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, de dégradation de l'efficacité économique sur la période observée. C'est le graphique juste après. On va observer le coût du système d'alimentation, qui fait partie de la méthodologie coût de production déployée. Et donc ce coût du système d'alimentation, il va venir regarder les coûts de l'alimentation achetée, de l'approvisionnement des surfaces, en semences, en engrais, etc., de mécanisation et de foncier. Ce qu'on voit, c'est que globalement, les coûts du système d'alimentation, ils ont progressé sur l'ensemble de la période, et notamment 2 gros postes qui ont beaucoup progressé. Alors l'alimentation achetée, évidemment, en volume, il y a ces achats de fourrage qui n'étaient pas nécessairement là avant, qui sont devenus la norme dans un certain nombre de systèmes, mais aussi les achats de concentrés, puisque la hausse de 17% de l'alimentation achetée, elle vient pour 83% des achats de concentrés, et donc ça questionne sur la place de l'autonomie dans le système, mais surtout de mécanisation aussi. On l'a vu, plus d'enrubanés, une dépendance aussi aux travaux par tiers qui a fortement pesé sur les charges des exploitations, avec plus 20% des travaux par tiers, les prix du carburant notamment qui ont fortement progressé sur la période et qui nous amènent à avoir ce post-mécanisation qui pèse toujours plus lourd dans le coût de production de nos systèmes allaitants. Donc, quand on regarde les systèmes naisseurs-engraisseurs de bœufs, on va se focaliser sur ce système-là dans nos cas types réalisés dans le territoire du Grand Ouest. Donc, ce qui les caractérise en termes de sobriété, c'est le fait qu'on est dans les systèmes bio, donc le recours à l'azote minéral ne pose pas de problème, parce qu'on n'a pas le droit d'en utiliser. Et ce qu'on observe dans nos systèmes qui sont beaucoup plus pâturants, c'est une moindre consommation de fuel ramené à l'hectare. Pour mémoire, si vous êtes allé à l'atelier qui se trouve là-bas, qui s'appelle Climat Énergie, à Taurigné, on consomme de l'ordre de 75 litres par hectare.
Autre élément intéressant, quand on regarde les éléments qui relèvent de la sobriété dans les systèmes naisseurs-engraisseurs de bœufs, c'est la part de stock liée à l'herbe. Dans notre cas type, en s'appuyant sur les systèmes qui correspondent dans notre territoire, on est sur des systèmes qui sont basés principalement sur des stocks d'herbe. 100% dans nos cas types, des stocks sont faits avec de l'herbe. Donc c'est intéressant aussi en termes de sobriété, parce qu'en fait l'herbe c'est ce qui consomme le moins d'intrants et c'est ce qui permet d'optimiser le pâturage. Donc de l'herbe, de la résilience au travers le moindre consommation de ressources extérieures. Et à partir de ces éléments-là, on a analysé les bases de données de Cap2ER. Donc en Pays de la Loire, on avait 356 diag, on a analysé 55 bio. Et donc on a regardé selon la méthodologie les résultats de ces systèmes à l'échelle classique, c'est-à-dire les kilos équivalents CD ramenés aux kilos de viande vive, mais on a regardé aussi les choses à l'hectare, à l'UGB, etc. Donc pour mémoire, quand on parle d'empreinte carbone, on parle de gaz à effet de serre avec une empreinte dite nette, donc c'est la différence entre les émissions de gaz à effet de serre et le stockage principalement réalisé par les prairies. Donc dans ce travail, on a comparé les systèmes conventionnels avec les systèmes bio, ramenés à l'unité de production. Eh bien, les systèmes bio ont une empreinte de l'ordre de 2 kg inférieure au système conventionnel dans cette base de données. Donc ça, c'est plutôt intéressant du fait de moindre consommation de ressources extérieures. Donc on a l'ammonitrate, on a l'aliment et on a aussi le fait qu'on consomme moins de carburant ramené à l'hectare. Et quand on regarde la compensation, donc c'est le fait de stocker du carbone, de l'équivalent CO2 de par le système d'alimentation et notamment le fait qu'on ait une part d'air beaucoup plus importante dans les systèmes autonomes, c'est ce qui caractérise les systèmes bio, eh bien on a un écart de plus de 10% en ce qui concerne la compensation pour les systèmes en faveur des systèmes bio. Et un des volets renouvelables, on n'a pas voulu le prendre que sous l'enjeu du carbone, puisque dans cette planification à horizon 2030 et le renouvellement, en tout cas la préservation des ressources, cette notion de sobriété, ça ne se fera pas évidemment sans élevage, sans éleveurs. Et donc il y a cette notion de transmissibilité qui nous paraissait extrêmement importante à remettre dans la balance. C'est un gros sujet de la filière allaitante, avec des taux de remplacement des actifs qui sont particulièrement bas. Et il y a cette question des capitaux mobilisés qui, globalement, quand on est dans un système très contraint sur la question des emprunts, adapter son système, prendre des risques, etc., c'est tout ce qui est fait, par exemple, à Torigny. Pour prendre des risques, ce n'est pas forcément facile quand on est extrêmement contraint sur le plan financier. Et ça complexifie globalement les transmissions des exploitations. Ça, c'est ce qu'on observe. Et on avait des références relativement anciennes dans le cadre de nos métiers de conseil d'entreprise qu'on a voulu actualiser. On avait des repères de 1 pour 3, 1 pour 4 en termes de capitaux mobilisés pour dégager 1 euro de BE. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe ici là, sur la période 2014-2022, c'est que globalement, pour un système spécialisé bovin-viande, il faut mettre 8 euros sur la table pour dégager 1 euro de BE. C'est un peu moins vrai sur les systèmes polyculture élevage, c'est juste le dénominateur qui est le BE, vous l'avez vu tout à l'heure, qui est dilué par la partie culture. Globalement, c'est que c'est un sujet quand même extrêmement important et qu'il faut avoir en tête quand on raisonne les systèmes sur l'avenir, et donc ça fait le lien avec la sobriété aussi, et en capital mobilisé. Donc en conclusion, des performances et globalement des externalités du système naisseur-engraisseur de bœufs qui correspondent aux enjeux qu'on peut attendre d'un élevage demain dans le cadre de la planification écologique. Du coup, au travers de tous ces éléments, on est à peu près d'accord sur le fait que les élevages bio ont plutôt des résultats économiques qui sont plutôt intéressants et qui évoluent positivement du fait qu'ils sont moins impactés par les aléas conjoncturels et du fait de la maîtrise des charges. Que le système naisseur-engraisseur de bœufs, donc on peut imaginer qu'à Torigny, ils ont plutôt eu des bonnes hypothèses de creuser le sujet parce que c'est plutôt intéressant au regard du marché. Gardons nos mâles sur nos territoires et essayons de les transformer en une viande qui sera consommée par les consommateurs sur le territoire national. Et puis les résultats économiques et l'évolution des résultats économiques des systèmes naisseurs-engraisseurs de bœufs sont plutôt intéressants.
La productivité, mais je parlais de la productivité des UMO, hein, c'est un levier qui est plutôt intéressant dans les systèmes naisseurs-engraisseurs. Ce qu'on observe dans les systèmes bio, c'est que quand on produit avec de la marge, eh bien, si on produit un peu plus, on va chercher un peu plus de revenus. Et le critère du coût de production, là, qui est vrai pour tous les élevages, hein, c'est principalement ça qui va venir expliquer les écarts de rémunération qu'on va pouvoir observer, et notamment le poste de la mécanisation qui reste de plus en plus pesant dans le coût, et notamment dans le coût du système d'alimentation. C'est un poste de charge qui, quand même, est gérable. C'est-à-dire qu'on peut planifier pour pouvoir optimiser au mieux le poste mécanisation. On l'a vu, empreinte carbone plus faible, consommation de ressources fossiles globalement bien inférieure, un niveau de compensation plus élevé. Globalement, on peut le dire que les élevages biologiques sont plutôt vertueux sur le plan climatique et ont des sévères atouts à vendre dans le cadre de cette planification écologique par cette sobriété qui ramène un facteur de résilience supplémentaire. Donc on est d'accord, le système naisseur-engraisseur de bœuf, il est assurément 3R. Il est assurément 3R. Donc, et taurinier dans tout ça, parce que vous avez déjà peut-être vu ces informations, mais moi je tenais en conclusion à regarder ce qu'il en est de la rentabilité à taurinier. Donc là, vous avez des éléments du coût de prod, hein, selon la méthodologie coût de prod. Donc l'objectif dans le coût de prod, c'est d'aller chercher une rémunération des éleveurs à hauteur de 2 SMIC. Donc là, vous avez un coût de production qui est de l'ordre de 411 €, donc un coût de production qui est plutôt maîtrisé du fait qu'on a très peu d'intrants, hein, dans le système bovin-viande. Une productivité globale qui est de l'ordre de 47 tonnes. Alors pour 1,5 UMO, on est sur un niveau de productivité qui est plutôt correct pour un système naisseur-engraisseur de bœuf en agriculture biologique. Et on a en face de cela connu ces 2 dernières années une hausse de la valorisation des animaux plutôt finis. On est dans un système qui valorise des animaux finis, des vaches de réforme, des bœufs. Eh bien, tous ces éléments permettent d'aboutir à un niveau de rémunération de près de 4 SMIC. Alors là, c'est 2,45, c'est par UMO, mais moi j'aime bien ramener ça à l'échelle du troupeau. Donc le troupeau de taurinier dans un système naisseur-engraisseur de bœuf rajeuni rémunère près de 4 SMIC. Donc c'est plutôt intéressant de le vérifier à taurinier. Autre élément de taurinier, eh bien, c'est l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone de taurinier, elle est plutôt intéressante. Elle est très faible, hein, vous voyez, 7,7 kg équivalent CO2 par kilo de viande vive. Donc on est vraiment dans le quart supérieur en termes d'empreinte ramenée à l'unité. Autre élément intéressant à regarder, c'est le niveau de compensation. Donc on est à 42% de compensation de gaz à effet de serre dans le système taurinier du fait de la place du pâturage et donc le stockage par les prairies. Je vous rappelle que dans les systèmes, en moyenne en Pays de la Loire, on est plutôt autour de 20% de compensation. Donc on compense 2 fois plus dans le système de taurinier du fait qu'on consomme, encore une fois, pas d'engrais, on n'achète pas d'aliments et que le seul poste de charge externe qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre, c'est le carburant. Alors bien sûr, on a toujours le méthane. Alors à un moment donné, l'arbitrage sur le méthane, c'est que par définition, un ruminant, ça rumine. Naturellement, il émet du méthane. Donc la solution qui apparaît évidente pour réduire les émissions à taurinier, ce serait de réduire le cheptel. Donc on n'est pas du tout dans cet objectif. C'est plutôt d'optimiser au mieux la production et de valoriser au maximum les fourrages à base d'herbe. Donc l'objectif, il est bas carbone et plutôt décarboné. Merci. Merci. Alors Jean-Claude, je ne sais pas si tu veux prendre la main pour Jean-Claude. Alors on est preneur de questions. Donc il y a le micro qui va circuler. Oui, quand on parle d'objectif à 2 SMIC, là c'est SMIC brut. Oui. Donc 4 000 € par mois, en gros. Oui. On parle de 4 000 € par mois. Donc tout à l'heure, on parlait de BE. Oui. Ça fait quelque chose comme 50 000 € par an de revenus. Oui.
avec un EBE, donc on considère souvent qu'il faut 50% d'EBE, pas plus, d'annuité sur EBE, donc 50% de disponible. Donc on arrive à un EBE de 100 000 euros. Donc ça veut dire que pour 100 000 euros d'EBE, il faut 800 000 euros d'investissement en gros. Eh bien, on pourrait imaginer que si on respecte effectivement le ratio de ce qu'on observe dans les fermes aujourd'hui, oui. Donc aujourd'hui, on peut partir avec 800 000 euros de demande de prêt à la banque pour assurer 50 000 euros de résultat. En calculant de cette manière, on peut imaginer que oui. Et donc le problème, c'est qui financera ça, quoi. Aujourd'hui, la banque, elle financera jamais ça, un jeune. C'est ça le problème, quoi, un peu. Alors effectivement, là tu soulignes le problème qui est peut-être pas économique finalement, qui est bien financier, c'est-à-dire et le financement de l'installation. Donc effectivement, si on arrive à démontrer qu'on a des systèmes, parce que on est loin de la moyenne, hein, ce qui se passe à Torigné avec près de 100 000 euros dans un système avec 70 vélages Nesser-Engaisseur sur 150 hectares, on est évidemment très très loin de la moyenne. Hein. La moyenne de BE en Pays de Loire sur une très bonne année comme 2022, c'était 52 000 euros. 52 000 euros avec 70 vaches. Hein. Donc effectivement, on est très loin de ce niveau de rentabilité. Donc il faut effectivement travailler auprès des financeurs, de montrer qu'on a des modèles qui peuvent être efficaces économiquement parlant et qui effectivement permettront de faire face à des niveaux de financement qui alors ce serait peut-être pas de l'ordre de 800 000 euros, parce qu'effectivement par calcul tu arrives à ce résultat. Mais si déjà on arrive avec des systèmes comme Torigné, on a fait le travail, on a réfléchi à Torigné. Torigné, le billet qu'il faudrait mettre sur la table pour reprendre Torigné en l'état, ce sera entre 5 et 600 000 euros. Donc voilà, bonjour monsieur le banquier, il me faut 500-600 000 euros et je dégage 100 000 euros de BE. Enfin, je ne sais pas s'il y a des financeurs dans la salle, mais je pense que c'est quelque chose qu'ils vont regarder de près quand même. Et donc notre objectif, nous aussi, c'est de donner des repères et peut-être des nouveaux repères avec ces ordres de grandeur de performance économique qu'on peut atteindre. Oui, merci de votre présentation. En fait, je suis juste un petit peu surpris entre ce que vous venez de présenter, les objectifs politiques affichés, et ce qu'on voit dans la campagne, à savoir une mécanisation exacerbée des fermes, un agrandissement, bref, une fuite en avant vers, on va dire, quelque chose qui me paraît très dangereux et qui entraîne des hausses de consommation de carburant, etc., etc., etc. Oui, donc merci pour la question, Benoît. Mais effectivement, on observe bien une dérive et qui impacte la rentabilité des systèmes en ce qui concerne la mécanisation. Alors la mécanisation qui se développe pas uniquement pour le plaisir, hein, c'est aussi pour faire face à un modèle de production basé sur les stocks, en lien avec les évolutions des dernières années du climat. Alors après, jusqu'où on peut aller, effectivement. Est-ce qu'on a nécessairement besoin d'une benne de 18 tonnes pour faire de l'ensilage d'herbe? Effectivement, quand on a un 80 chevaux dans la cour, ça peut poser des problèmes. Et effectivement, on est dans une course qui peut amener deux gros problèmes de faisabilité, mais aussi de rentabilité dans les systèmes bovins-viande. Une autre question ? Oui, en revenant sur la productivité des systèmes, vous avez dit que, a priori, la productivité animale était maintenue, mais qu'au final, la productivité hectare était en baisse, quoi, en fait. Alors c'est une analyse France entière, donc je prends toujours des pincettes quand même sur le regard qu'on porte là-dessus. Ce qu'on voit, c'est des dynamiques quand même très contrastées d'une région à l'autre. On a des régions, l'Ouest en fait partie, hein, les Hauts-de-France, la Normandie, qui continuent leur intensification, le processus d'intensification, avec un foncier qui est peut-être moins disponible, hein, il y a plusieurs facteurs explicatifs, peut-être moins de difficultés à mobiliser le fourrage aussi. Il y a des bassins, et notamment le bassin du Massif central, le bassin Charolais ou le Grand Est, où là on voit des décrochages de chargement beaucoup plus prononcés que ce qu'on observe donc
en moyenne, ce qu'on voit, c'est quand même des productivités ramenées à l'hectare qui se tassent. Est-ce que c'est négatif? Je ne sais pas. Il y a aussi quand même cette quête d'autonomie, d'augmenter des surfaces récoltées pour pallier les déficits fourragers. C'est aussi pour anticiper des achats qui, malheureusement, dans des années très difficiles comme 2020, sont devenus récurrents et pèsent sévèrement. Une autre remarque, une question, un point de précision peut-être à poser encore à Christophe et Olivier. N'hésitez pas. Moi, je me demande comment vous voyez l'avenir des zones d'élevage sans culture. Voilà, c'est le dilemme de mon secteur. Les exploitants agricoles en lait, il y en a 5 qui partent cette année. En allaitant, il y en aura 2. Mais il n'y a personne pour reprendre derrière. Pourquoi et comment vous allez remédier à ceci? Si vous avez des possibilités ou des théories en dehors des finances. Ouais, zone spécialisée. La montagne. Ah, on n'a pas de poule de cristal. Si j'avais la solution, je travaillerais peut-être ailleurs, j'aiderais autre chose. Mais en tout cas, non, je pense que ça passe aussi par des messages qu'on essaie de porter sur de l'optimisation de système. L'installation est compliquée. Il y a sûrement une question d'attractivité du secteur allaitant aussi. On l'observe par rapport aux autres filières avec des taux de remplacement des actifs qui sont faibles. Mais on croit aussi que c'est des systèmes qui... je ne vais pas dire reconçus, mais en tout cas qui misent sur cette question de la sobriété pour aller dégager du revenu, peuvent aussi dégager de l'attractivité. Donc on a des territoires où on a des élevages pris individuellement qui s'en sortent particulièrement bien, et c'est aussi notre métier dans le cadre d'Innosis Réseau d'élevage d'essayer de montrer des trajectoires de systèmes qui s'en sortent et qui ont à la fois en termes d'approche globale répondent aux finalités de l'éleveur, répondent aux finalités du territoire et ont ce caractère renouvelable. Après, effectivement, on n'est pas d'idée sur le renouvellement des générations. Néanmoins, un système qui est complètement déconnecté, on va dire, des réalités qui ont été mis en avant là dans le cadre de la planification écologique, on a assez peu de doutes sur le fait qu'il soit à la fois financé par les banques, on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi attractif pour une nouvelle génération. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir remercier Olivier et Christophe pour leur intervention. Et puis bien sûr, on reste présent pour répondre aux autres questions. Merci.